Alors bonjour, je suis voilà, très heureux cet après-midi de vous accueillir dans cet épisode méditerranéen qui va nous faire voyager voilà, dans le sud de l'Algérie, dans une région mythique, le Tassili. Alors mythique pour plein de raisons, entre autres parce que dans cette région-là, si je crois, évidemment, et je le crois, le livre que Frédéric et Xavier, sur lequel Frédéric et Xavier ont travaillé, eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, si on compte, si on calcule la durée de notre Terre, de notre planète Terre, eh bien, c'était un endroit tout à fait incroyable, voilà, qui était vert, qui était plein d'eau, plein de sources, plein d'animaux, et aussi d'hommes et de femmes, et surtout une femme exceptionnelle qui, en quelque sorte, voilà, nous lance un message de liberté et d'espoir. Voilà. Alors, ce que je propose dès le départ, c'est que Frédéric et Xavier se présentent, qui nous donnent un petit peu quelques éléments de leur parcours, et qu'à partir de là, on rentre dans le vif du sujet, qui est la présentation de cette bande dessinée. Voilà. Alors, Frédéric, à toi. Oui, bonjour. Je suis illustratrice. J'ai fait la partie dessin et adaptation scénographique du texte de Xavier. Et ça fait un petit moment que je suis dans ce métier. Et je crois que ça suffit comme, comme présentation. Vous arriverez à découvrir un petit peu ce que je suis à travers les dessins que je vais vous montrer tout à l'heure. Très bien. Alors, à toi, Xavier. Moi je m'appelle Xavier Davant, je suis auteur, donc là pour Tassili j'étais scénariste, j'ai aussi je fais de la bande dessinée en tant que scénariste et dessinateur. J'avais fait un précédent album qui s'appelle Mathurin Soldat, un crayon dans le canon, et qui était une adaptation des lettres de guerre de Mathurin Méheut, donc qui est un peintre breton, pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, moi, je suis historien et géographe de formation. Je suis agrégé de géographie. Donc, les thèmes historiques et géographiques m'intéressent. Et le Tassili, c'était un sujet allié en plus au réchauffement actuel, puisque l'idée de cette région qui était verte, qui est devenue aride, fait écho au réchauffement climatique. Mais moi, tous ces thèmes géographiques, historiques, je les farfouille depuis déjà quelques dizaines d'années. Et oui, c'est vrai que ouais, comme auteur de BD, moi, je suis toujours très branché histoire et géographie. Voilà. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Pour pas, voilà, on va rentrer dans l'album petit à petit. Mais c'est Voilà. avec lui. Enfin, en tout cas, j'ai une double formation dessin et puis géographie, quoi. Mhm. Et par ailleurs, je suis enseignant, donc ouais, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux thèmes qui peuvent être liés au programme aussi. Mhm. Voilà, alors ce que je propose, c'est que peut-être Frédéric rentre dans la présentation de l'ouvrage et que vous puissiez après les éclairer, éclairer l'ouvrage par rapport à des éléments voilà, historiques, géographiques, voilà, topographiques aussi sûrement, et puis qu'on en saisisse toute la richesse. Alors à toi, Frédéric. Merci. Vous voyez bien l'image, la première, là, avec le Ouais. titre Tassili. Alors, déjà, Tassili Nadjer, peut s'écrire d'une autre manière. Là, c'était avec un D, ça pourrait être des fois avec deux J. On va partir dans un voyage, effectivement. Et je vous propose un petit voyage pour vous mettre dans l'ambiance de cette région. Et c'est grâce, bon, donc déjà, je vais vous montrer un petit peu, on resitue un peu le lieu. Donc, la carte, on voit en orange cette partie du massif montagneux qui est le Tassili Nadjer, et les points orange plus forts sont des lieux où on a relevé pas mal de sites archéologiques, de sites de peinture et de gravures rupestres. Là, par contre, moi, je vois pas Oui. l'image descendre. On a que l'introduction. Ah, Je pense que ça a gelé pourtant depuis le j'ai délai ou vous l'avez pas. on a que le Non, début. Je suis Pour moi, ça passée. bouge pas. Je suis toujours au titre.
Ah, alors attends, je Je trouve que là, tu es reviens. passé à une carte. Voilà, c'est bon? Non, Alors, toujours essaye de pas? descendre, non. Ah, comment est-ce qu'on peut faire? Hop, top. C'est pas grave. Sinon, tu quittes le PDF, Frédéric, et puis tu le réouvres, tu le repartages, ça va fonctionner. Alors, Oui, j'arrête il a le dû geler, partage. c'est tout. Oui, il a dû geler. J'arrête le partage. J'arrête. Et je vais recommencer. Je reprends. Partager l'écran. Voilà. Ça y est, vous avez autre chose? Là, on a la photo, ouais. Ouais. Bon, donc, la carte, vous la voyez? Oui. Ah, formidable. Donc, la partie orange centrale, c'est effectivement le Tassili Nadjer. Et juste en bas, c'est le Hogar. Et donc, c'est un peu coincé entre la Libye, le Niger et le Mali. Donc, c'est vraiment toute la partie jaune, c'est la partie dite du Sahara. Donc, c'est le désert. Donc, on va faire un petit voyage grâce aux photos que Meshri Miloud m'a confiées. Je vous laisse juste voyager un petit peu. Avec donc du grès, souvent qui apparaît noirci parce qu'il y a des traces de fer et de manganèse. Des plateaux très escarpés avec des éboulements rocheux. Et de temps en temps, on arrive dans des lieux plus protégés avec de la végétation qui apparaît. Et donc, c'est sur ces photos que j'ai navigué pendant toute la construction du roman graphique et je m'en suis inspirée. Donc, je scrutais, j'essayais de rentrer dedans et j'imaginais les scènes qui allaient se dérouler. Donc, il y a des arbres qui apparaissent. Donc, entre les raies des cailloux et les ergues du sable. Et voilà, cette image, je l'aime bien parce que c'est vraiment un peu à l'image de notre récit. C'est ce petit îlot d'arbres. Et vous imaginez cet îlot plus répandu et à la place du sable, de la savane, de l'herbe. Et on y est à peu près moins 6000, moins 7000. Ouais, c'est ça. Et là, une petite guelta, donc tout d'un coup des petits paradis, des lieux d'eau où poussent des lauriers, des plantes aquatiques, des joncs. Avec des découpages vertigineux de roches. Là, un petit exemple d'un bœuf et d'un homme. Donc, c'est la partie, ça ne nous concerne plus. Voilà, c'est la fin. Ça pour le tome 2. Et là, vous avez quelques personnages. Maintenant, voilà, on va parler de notre roman graphique. On appelle ça un roman graphique parce que ça fait à peu près 120 pages, un peu plus volumineux qu'une bande dessinée habituelle. Et c'est parti. Voilà, c'est notre couverture. On l'a en... Voilà, je t'en ai un. Voilà, en volume. Parfait. Okay. Et donc, notre idée, c'était justement, effectivement, de rendre compte, de témoigner de toute cette richesse que nous ont laissé ces ancêtres au niveau dessin, au niveau gravure. D'abord, il y a eu des gravures et ensuite des dessins. Et donc là, c'est un mix un peu de toutes les belles gravures qu'on trouve partout. Vous n'allez pas avoir tout ça en même temps. Hein. Voilà. Et pour évoquer aussi justement, comme disait Xavier, ce basculement d'un monde paradisiaque. Bon, oui, c'était vraiment le paradis, disons. Puisqu'il y a 250 millions d'années, c'était recouvert de mer, et après, vers 130 millions d'années, c'est la jungle, puis la savane,
Et il va y avoir effectivement en 3700 un réchauffement climatique qui va donner notre Sahara. C'est assez tard, en fait, historiquement. C'est vrai que moi, ce qui m'a étonné, c'est ça. Je voyais le réchauffement beaucoup plus tôt dans l'histoire, et en fait, non. Et il correspond à peu près au développement des civilisations du croissant fertile et à la concentration de population dans la vallée du Nil. Donc, il y a vraiment un lien entre la fin du Sahara vert et le départ donc à l'époque, il y a même carrément des éleveurs, enfin, pas mal d'éleveurs de bœufs et peut-être sans doute un peu d'agriculture. Et donc un basculement, une contrainte vers les vallées qui demeurent fertiles et puis le littoral. Mais du coup, ce qui était intéressant aussi, c'est que philosophiquement, bon, c'est ce qui va amener les premiers empires, les concentrations de population et le pouvoir, la mise en place en fait, de systèmes très rigides de chefferies qui vont amener en Égypte la création du pouvoir centré autour du personnage du pharaon. Et du coup, là, on est avant, on est dans le mésolithique saharien. Donc, du coup, une période où il y a encore des chasseurs-cueilleurs, où il n'y a pas encore trop d'agriculteurs. Nous, c'était vraiment centré sur un groupe de chasseurs-cueilleurs et où on devine, grâce au personnage de Janet, qui tire son nom d'ailleurs de Janet, vous parlez de topographie tout à l'heure, mais les noms Doro, Janet sont dérivés de toponymes locaux entre le Mali, l'Algérie et la Libye. C'est là que j'ai pris les noms des personnages. Et du coup, elle incarne un peu cette évolution des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs pasteurs. Voilà. Ouais, on va le découvrir au fur et à mesure. Donc, on est vraiment, et pour être vraiment dans le contraste de ce qu'il y a aujourd'hui, parce que si on parle du passé, c'est toujours pour avoir un peu un reflet sur notre présent à nous. Et donc là, il y a la vue de gauche, c'est ce qu'on voit, c'est l'aridité, c'est le four le jour, le frigo la nuit, c'est le climat désertique. Et le contraste de ce qu'il y avait avant et ce qui est maintenant. Voilà, alors donc on est parti, on va aller dans la matière. J'ai reçu le texte de Xavier et je vais le placer. J'ai déjà des choses en tête, j'ai des bribes, des flashs, je les mets en place et tout ça, ça va s'échafauder, se construire. Là, j'ai quelques exemples de planches avec justement ces différentes étapes de construction. Alors, un petit sujet de dédale. Je pars sur des roughs, sur des choses très, très jetées, très, très vite. Ensuite, il va y avoir un crayonné, une mise au noir, une mise en couleur, et on met le texte. Et voilà la planche de fini. Facile, hein? Ça a l'air simple comme ça. Non, c'est beaucoup de travail. Parce que tout est remis en compte, enfin, il faut que je pense à tout. Et là, effectivement, il y a des paysages que j'ai piochés dans les photos de mes chetrilles. Alors, un autre petit thème, dans C'est mort. C'est à nouveau le même jeu. Alors, il y a des collages, parce que c'est pas toujours... Enfin, il faut des fois qu'on peut découper et on peut replacer pour pouvoir avoir une dynamique d'image, une scénographie. Donc là, un crayon, un travail au crayon, une mise au noir et de la couleur. Et la planche est faite. Là aussi, et là j'ai choisi pour le thème de la... Enfin, je parlerai des thèmes tout à l'heure, des roches qui s'y prêtaient. Donc mise au noir et la couleur. C'est juste une histoire de se voyager un petit peu. Hein. Sang et bois. Là, c'est la partie de la jeune fille qui va devenir femme. Et donc, je prends aussi la roche, le paysage, comme des éléments de support, comme des personnages à part entière. Et les roches vont aussi me raconter une histoire
par rapport aux émotions qu'il faut traduire. Et là, j'ai pris deux roches qui se séparent comme une ouverture vers le monde de la femme, comme les deux cuisses, et c'est une image rouge. Et on recherche aussi, on a discuté un peu sur les plantes qui pouvaient s'y retrouver. Là, c'est une forme de bourrache. Et régulièrement, comme je parlais du transfert entre le passé et le présent, eh bien là, j'avais besoin d'un lieu de bois, donc je suis allée dans ma montagne, j'ai cherché ce qui était le plus chaotique possible, donc du bois mort. J'ai fait des croquis sur place et j'ai pu obtenir ma scène de la récolte de bois. Le feu, le campement, donc comment faire et travailler le cuir, donc la mise au noir et la couleur. La glaise, l'argile, et donc là on est dans la trace, on est dans la grotte, et ce que j'aime bien dans cette image, c'est la petite ouverture, vous la voyez là dans la grotte, la première case, c'est cette ouverture, et on est toujours à la recherche de ces ouvertures. Hein. Et donc là, j'ai essayé aussi de trouver quelques animaux qui pouvaient se retrouver. Curieusement, dans les fresques, on n'a pas d'oiseaux, sauf l'autruche. Et donc, je me suis appliquée à vraiment mettre pas mal d'oiseaux. Là, donc, on va avoir un corbeau brun peut-être, puis un cobe. Et donc là, il y a quelques éléments d'animaux dans nos fresques. On a le rhinocéros, on a les girafes, on a l'hippopotame, ça c'est là l'autruche, des sortes d'antilopes, une sorte de guépard qui existe toujours, et puis notre buffle qui est un de nos personnages qui va apparaître plus tard. On va parler des personnages, donc une femme, Janet, le personnage principal, la femme libre, qui va être le personnage de transition. Sa rivale, qui s'oppose au niveau pouvoir. La jeune qui est encore en devenir, et que va-t-elle faire de ce monde à venir, en devenir? Elle est curieuse, elle veut faire plein de choses. Et ça, c'est mon personnage préféré, pour ma part. C'est le personnage qui dit rien, qui est soi-disant moche, mais je les trouve tous beaux de toute façon. Et qui, elle, finalement, elle participe aussi à cette transition, parce qu'elle ne dit rien, mais elle fait. Elle est dans l'acte, elle est dans le geste. C'est elle qui va masser, c'est elle qui apporte les choses, c'est elle qui va porter. Elle est toujours en train d'être au service des autres, mais c'est aussi une façon de traverser l'avenir, de traverser les époques. Nous avons les deux personnages masculins prédominants. Il va y avoir Doro et Gat. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette réunion est difficile. Ah ouais, non, c'est rien, c'est un message. C'est Zoom. Oui. Qui nous redit qu'on est enregistré. Oui, d'accord. Tout est nul. Et puis, nous avons d'autres. C'est bon, Attends, j'ai compris. Attends, on va mettre ça. Voilà. Alors, ça ne marche plus. Ah. Voilà. Et l'autre, la pièce, un autre personnage, le vieux, l'ancêtre, qui fait aussi une part de transition du passé à l'avenir, et qui lui aussi est un peu garant des règles qui se sont rigidifiées. Et c'est tout le problème, tout le dilemme de cette histoire, enfin je pense en partie. Et la jeunesse qui, elle, est un peu faux-folle, qui se laisse pas faire et qui va faire selon son idée. Les deux jeunes, c'est
Attends, donc on a les noms. Ben, il y a Djané, Eferi, Tamgé, Awa, Gat, Doro, Zar et Malka. César et Malka, les deux. Voilà. Les thèmes qu'on va pouvoir... de toute façon, ce roman graphique, c'est une proposition de réflexion aussi. Alors, pour moi, cette planche, elle représente un peu les dangers qui sont là, sous-jacents. Et l'histoire commence comme ça et quelque part, elle finit comme ça. Et c'est la vipère des sables. On a là, je reprends un petit peu mes notes. Donc les traces, l'histoire, le côté historique, le côté vestige, les forces de la terre. Si vous lisez le texte, si vous lisez, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi, donc là, c'est une fenêtre aussi sur une part un peu mystique, enfin une part de légende ou de croyance de la jeune fille. Et je pense que de tout temps, on est habité par des choses un peu surnaturelles. Ouais, alors là-dessus, en plus, moi, je m'étais pas mal, j'ai été influencé par la lecture de mythes, plutôt du coup du Niger, enfin des mythes sahéliens, et également par des mythes mélanésiens. Je me suis un peu inspiré de ça. En fait, c'était le grand truc du Tassili, c'est que finalement, on a très peu d'éléments archéologiques à part les dessins. Il reste quasi rien, on a très peu de tombes, et on n'a pas comme ces populations sont parties, on n'a pas que les Touaregs qui sont actuellement dans la région n'ont pas forcément de lien avec ces populations préhistoriques. Du coup, j'ai essayé de recréer un peu voilà, leur vie et leur mythe en m'inspirant donc, de folklore plutôt oui, mauritanien, nigérian et de l'ancien Dahomey. Et puis alors après, quelques petites incursions en Nouvelle-Guinée. Voilà. Mais du coup, il y avait une dimension aussi, ce que je voulais mettre en place, c'était une dimension élémentaire. Il y a du feu, il y a de la terre, il y a du vent, il y a de l'eau. Je voulais que le texte, comme ça, joue avec les éléments et que cette dimension élémentaire soit présente. Ce que tu as parfaitement sublimé avec le dessin. Alors voilà, là c'est la terre qui s'ouvre comme une grande gueule béante qui va avaler. C'est cette idée-là. Hein, okay. Là, c'est effectivement le début du travail de la terre, les prémices de l'agriculture. Donc, c'est le travail de la terre et la semence. Là, tout ce qui était habitat, tout ce qui est campement, mais c'est aussi le côté campement éphémère, puisqu'on partait sur l'idée que c'était un semi-nomade, en tout cas. Et la propriété aussi, puisque là, c'est effectivement avec des conflits de propriété ou de pouvoir entre les deux, entre quelques personnages. On a là la chasse, l'idée de la chasse. Et là, Xavier me proposait de faire une chasse à l'usure, c'est-à-dire que suivre la bête jusqu'à ce qu'elle soit épuisée et qu'elle n'en puisse plus Ouais. et acculée au fond, contre la roche dans un cul-de-sac. Ça a été pratiqué pendant la préhistoire européenne. C'est des techniques de chasse qui sont toujours employées en Afrique australe et par les aborigènes aussi. Et c'est extrêmement épuisant. C'est une espèce de chasse à court à pied, en fait, qui était vraisemblablement pas mal pratiquée par les groupes de chasseurs-cueilleurs. Et là,
c'est le rapport bête, là, le buffle qui a été abattu et qui est en train de mourir prend la parole. Et pour moi, c'est aussi le rapport bête-homme, notre rapport homme-bête, bête-homme. Et voilà, c'était cette partie-là. Le feu encore, et le tannage, c'est aussi le lien social, parce que là, c'est le campement qui se met en place, c'est l'idée du feu et l'idée du travail du cuir. Donc, c'est la civilisation, c'est le lien social. Moi, je me suis, par contre, là, pour le feu, il y avait plusieurs options possibles. Et là, je me suis aussi inspirée de pratiques encore de l'Afrique, avec effectivement le bâton roulé. C'est épuisant, mais c'est faisable. J'y arrive pas. Oui. J'ai voulu essayer pour voir. On en a des cales aux mains, quoi. Mais ça marche. Ouais. Après, on peut prendre un petit arc aussi et attacher avec une cordelette le bâton et prendre une pierre. Ça marche beaucoup plus vite. Mais à la main, c'est atroce, mais ça marche. Ouais, mais là, ils sont jeunes, ils y arrivent. Ouais, ils font. Ouais, voilà. Puis, quand on est habitué, c'est vrai que ouais. Ça reste c'est une bande dessinée et une fiction, donc il y a des parts qui sont pas forcément. Ouais. Là, nous avons, pour moi, c'est aussi tout ce qui est peinture, représentation rupestre, c'est aussi la mémoire. Donc, tu l'évoques, hein, effectivement, la mémoire, puisque c'est ce qui nous reste. C'est ce qui nous reste, ouais. Ça et les cailloux, alors ouais, je les montrerai après, j'en montrerai un peu, mais c'est le dernier patrimoine qu'on peut obtenir du Sahara. Ouais, ouais. Et là, la jeune fille, elle a un masque de glaise, hein, sur masque d'argile. Le travail des outils. Donc là, il y a une petite scène de taille de pierre. C'est aussi la maîtrise de l'objet, hein, la maîtrise d'une certaine industrie, d'une certaine technique. La beauté, c'est souvent évoqué, puisqu'on parle d'amour, hein, bon. Et automatiquement, moi, cette scène de déclaration d'amour et de cet homme qui déclare sa flamme à cette femme qu'il trouve magnifique, et je voulais la situer, et je me suis dit, ce serait bien de la situer dans l'eau, parce que l'eau aussi, c'est le lieu de vie, surtout c'est ce qui manque le plus maintenant. Ouais. Et je voulais vraiment, je me suis dit, ça irait bien à cette scène pour traduire cette émotion, de la mettre dans l'eau, baignant, et l'eau en étant la source de vie et de toute beauté. Avec de magnifiques guêpiers. Oui, des guêpiers. Le feu, non, plutôt la danse autour du feu, c'est aussi les tensions émotionnelles, les tensions, parce que là, bon, il y a des choses peut-être un peu fortes qui vont arriver. Et ouais, c'est plutôt au niveau des tensions émotionnelles qui sont libérées, qui sont exprimées. On y va, on continue. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, bon, ça, c'est une des planches que je préfère aussi. Donc, Xavier me propose de faire une proposition d'un rite des morts. Donc, je pense que toute civilisation, une des premières bases de toute civilisation, c'est son rapport à la mort, aux morts. Et c'est un élément important. D'ailleurs, on retrouve l'eau, et qui fait le lien entre la vie et la mort, puisque l'eau, c'est la vie. Donc, on a ce glissement de cet homme qui va mourir, qui est seul, et ces deux jeunes femmes qui sont en plein dans la vie, dans le tourbillon de la vie. D'ailleurs, c'est une lumière de coucher de soleil. Et le vent qui porte, le vent qui emmène, le vent qui érode, qui a érodé et qui nous apporte ce vent ce sable. Oui, qui a un vent sec. Il y a plusieurs scènes où le vent est important, qui les agace même, qui participent au récit. L'idée du vent qui balaye, qui exacerbe aussi certaines tensions.
mais qui passe et qui use. Et là, je crois que je finis sur celle-là. Je crois que c'est fini. Ouais, je crois que c'est la fin. Voilà, et bien pour ma présentation, si ça vous va. Bravo. Je te donne la main, Xavier. Alors, est-ce que je quitte le partage? Tu peux le laisser. Je peux le laisser, ou vous voulez que j'en mette une autre? Tu voudrais que j'en mette une autre pour toi, pour introduire quelque chose? Peut-être remettre les outils au début. Ouais, moi je vais peut-être refaire le lien du pourquoi, enfin comment le texte est né. Ouais, ok. Et du coup, alors moi du coup j'ai retrouvé. J'avais pas celle-là. Attends, celle-là juste, c'était. Je trouvais ça intéressant aussi parce que les personnes de l'époque, je pense qu'elles observaient beaucoup. Et donc ça, c'est vraiment le personnage qui observe, qui regarde. Et en l'occurrence, là, les hippopotames sont encore dans l'eau, mais c'était des bêtes terribles. C'est même étonnant de se dire qu'il y en a eu, qu'il y a eu des crocodiles, qu'il y a eu des hippopotames dans le Sahara. C'est un des grands paradoxes de l'album, mais c'est la vérité. Et ce sont des bêtes, vraiment, il faut vraiment être vigilant avec celles-ci. Et les autruches sont souvent présentes aussi et très marquées sur les fresques. Alors, je te cherche les pages du début. Ouais, puis je vais commencer. Voilà, alors le texte, il a démarré parce que quand j'étais petit, mon grand-père paternel avait en fait un bouquin, je crois, publié chez Artaud, fait par le commandant Lot, sur les fresques du Tassili. Et c'est vrai que mon grand-père avait été adolescent pendant la guerre, il avait été résistant, et puis à la Libération, il a été engagé volontaire dans l'armée d'Afrique. Il était dans la coloniale, dans la 9e division d'infanterie coloniale. Et il était avec des Marocains et des Algériens, ça l'avait beaucoup marqué. Et je me souviens que petit, il avait dans sa bibliothèque, moi du coup j'ai vu dans sa bibliothèque le Boumier Saïd, Amadou Hampateba, et puis les frisons roches qu'il avait offert à mon père, je les ai récupérés du coup, mais qu'il avait offert à mon père qui détestait ça, mais dans lequel, moi il y en avait un qui m'avait intrigué, c'était La montagne aux écritures, et dans lequel il y a des dessins, des fresques du Tassili. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment les premières. On en voit. Et du coup, c'était la littérature coloniale par excellence. Et du coup, c'était comme ça que moi, j'ai connu le patrimoine saharien et que je l'ai mis en miroir avec. Là, alors, c'est dommage parce qu'ils sont. Tous les relevés du commandant Lot ont été souvent modifiés. Alors, il faut juste rappeler, Xavier, que c'est des relevés qui datent de 1930-35. Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Relativement récent, voilà. On va dire que c'est voilà. Oui, et puis malheureusement, on sait maintenant que vraisemblablement, pour lui faire plaisir, des Bédouins en ont ajouté un peu, Oui. en ont redessiné. Enfin, ils avaient l'habitude d'éponger aussi, donc ils ont abîmé certaines peintures, et d'autres ont été redessinées pour qu'on les voit mieux. Donc certains, ils ont massacré pas mal de sites. Et puis, c'est une littérature qui s'inclut dans l'empire colonial, quoi. Mais c'est vrai que moi, le premier lien que j'ai eu avec le patrimoine saharien, c'était ça. Et ça m'avait beaucoup marqué enfant. Et je me posais la question de me dire, mais moi, dans mon esprit de petit garçon, c'était des gens qui étaient venus se réfugier là et qui avaient gravé les animaux qu'ils avaient vus dans leur enfance. Je ne savais pas du tout que le Sahara était vert. Et en fait, en bossant, quand j'étais étudiant à la BPI, à la bibliothèque de Beaubourg, en me promenant dans les livres sur l'art pariétal, je suis tombé sur l'ouvrage de Malika Achid sur le Sahara vert, et où elle explique qu'en fait, le Sahara, c'était une région beaucoup moins aride, jusqu'à peu près les derniers millénaires avant Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il y avait vraiment cette idée d'un paysage qui sèche, ça prêterait le flanc, ça permettrait vraiment de développer une belle fiction. Et j'ai découvert également que ça avait été un lieu de mise en place du pastoralisme et de débauche de sédentarisation. Et donc, j'ai voulu trouver un personnage. Alors c'était ça, c'est vraiment le passage de ça. Alors celui-là, il vient vraiment de l'Est, il vient du sud libyen, enfin de la limite Soudan. Donc ça, c'est un biface qui a autour facilement 1 bon million d'années. Et donc, c'est le passage de ces objets-là à d'autres objets qu'on trouve au Tassili qui sont
des petites haches en pierre polie, enfin des objets qu'on retrouve au Sahel, en Mauritanie. Voilà, c'est le passage à la pierre polie, quoi. Et donc, il y a un élément du programme, enfin moi que je fais avec mes sixièmes, mais je voulais lier la rédification avec ce phénomène de sédentarisation, donc de révolution néolithique qui s'est déroulé là-bas et qui a été arrêté. Et puis également avec une histoire d'amour, avec l'idée qu'un personnage symboliserait en fait ces libérations. La liberté de l'achèvement du cycle de la migration éternelle derrière les animaux par la sédentarité, et que cette sédentarité soit liée aussi à à l'émergence de son individualité et à l'émergence de l'art, quoi. Voilà, donc en gros, dans le projet, on a avec Frédéric accéléré le temps, voilà, dans le, dans le, dans le, dans le scénario. Et donc cette histoire d'amour, elle se déroule au prisme de ce passage du paléolithique au néolithique. Et donc, Frédéric, elle a très très bien su incarner ses personnages. Donc, voilà. Et Ferry qui représente la résistance du clan face à Janet qui, elle, essaye d'échapper au cycle où elles sont vraiment, enfin, au début de l'album, et puis même elles sont prises dans le jeu. Enfin, sont les ventres de la tribu, hein, elles sont vues pour leur fécondité. Et alors que Janet, elle propose que si le clan s'arrête et si on développe l'agriculture, on pourra trouver des ressources, puis surtout arrêter de se déplacer en permanence et donc mener une nouvelle vie, et une vie sans doute plus libre. Parce qu'en plus, dans le clan, alors ça, moi, je me suis un peu inspiré des loups, puis c'est pas... là, on est aux marges de la fiction, mais bon, c'était une réflexion philosophique que je voulais avoir. Seuls les chasseurs et seul celui qui tue la bête qui va nourrir la tribu gagne le droit de fréquenter les femmes et donc d'avoir une progéniture. Ce qui est un peu le cas des loups, il y a un système de mâle alpha. Et je trouvais intéressant et justement inquiétant et créait une rivalité très forte de le transposer dans le monde des hommes. Et c'est ça qui crée qui crée l'architecture de l'album et qui va développer les péripéties. C'est cette quête injuste pour pouvoir vivre en fait son amour. Voilà, et alors je l'ai lié aux questions également de la vie et de la mort, parce que y a un des personnages qui est âgé, et comme on est face à une tribu qui est dans l'urgence de pouvoir se nourrir, qui se déplace en permanence, on rappelle un personnage qui a choisi justement d'être laissé derrière par la tribu pour que la vie continue et que lui affronte sa mort et affronte les bêtes sauvages. Et donc, voilà, bon, il faut lire l'album et je ne veux pas déflorer tout le scénario. Mais ouais, il y avait l'idée de lier le patrimoine avec les changements climatiques qui font en plus écho. Enfin, c'est une fresque autant féministe qu'écologique, en fait. C'est comment on vit et comment on perçoit cette aridification. Et donc, et puis voilà, ce monde qui s'aridifie, là, à l'époque, ça, c'est encore loin devant eux, l'aridification du Sahara, mais c'est la toile de fond de changement possible. Et donc, c'est ce qui est développé dans l'album. Voilà. Et donc, ça s'est mis petit à petit en place. Ça a failli être. Alors, moi, je suis un gros lecteur et un gros spectateur de théâtre. Donc, il y a une unité d'action. Ça rappelle un peu, si vous l'avez lu, il y a un côté un peu pièce de théâtre. C'est assez shakespearien. Et la dimension élémentaire, je l'ai clairement aussi piqué un peu chez Shakespeare. Hein. C'est un théâtre où il y a des torches, où il y a du vent. Enfin, les éléments sont assez présents chez les dramaturges, chez Shakespeare et puis aussi dans le théâtre russe, mais qui m'a aussi pas mal influencé. Mais c'était l'idée de créer un lien avec la Terre et du coup de mêler de mêler la dimension historique avec une fiction qui pouvait former une sorte de pièce de théâtre, voilà, avec sa résolution, quoi. C'est un peu un œuf, le scénario. Et c'est vrai que bon, ça a failli être une pièce radiophonique qu'on a du coup beaucoup allégé, parce que ça devenait complètement redondant avec le dessin de Frédéric. Donc il y a eu un travail de réécriture et d'allègement et de mise en scène par Frédéric, parce qu'en bande dessinée, on avait
besoin d'en dire moins, enfin, parce que le dessin en disait plus. Donc, du coup, moins de mots, mais plus de dessins. Mais je pense qu'on y a gagné. Enfin, franchement, là, c'est pour refaire un peu la jeunesse du projet, parce qu'on en a gagné, parce que de toute façon, on va pouvoir montrer les dessins, pouvoir montrer le Sahara, pouvoir montrer ce patrimoine qui est aujourd'hui malheureusement aussi un peu en danger, parce que ça coûte très cher, c'est très disséminé. Puis il y a eu des menaces, on n'en parle plus trop, mais dans les années 2010, il y avait des menaces malheureusement djihadistes là, à la frontière entre la Libye et l'Algérie. Mais du coup, bah, là, ça a vraiment révélé les personnages et ce patrimoine. Donc moi, je suis ravi, ravi, ravi de ce qu'a fait Frédéric sur l'album. Voilà. Je crois que c'est... En tout cas, je peux confirmer, Xavier, par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je l'ai lu d'une traite, hein. Ouais, En merci. fait, voilà, c'est une histoire voilà, qui nous tient, qui tient le lecteur, la lectrice en haleine. On a envie d'arriver au bout et de voir le dénouement, comme tu viens de le dire, Merci. quoi. Ouais. Et puis en même temps, le lieu, enfin, le Tassili, c'est vraiment une scène, enfin, Ouais, c'est un théâtre, ouais, ouais, clairement. c'est un théâtre, quoi. Ouais. Là, c'est étonnant, quoi. Oui, et j'espère, enfin, si ça donne envie à des gens de voyager là-bas et d'aller dans le Tassili, enfin, on aura réussi notre pari, je pense. Enfin, Frédéric sera d'accord avec moi. L'idée était vraiment de faire connaître le lieu et le sublimer. Enfin, en plus le plus grand domaine d'art pariétal du monde, hein. C'est là qu'on a le plus de gravures. Et Oui. malheureusement, c'est extrêmement méconnu. Voilà. Bon, après, ce n'est pas nécessairement très accessible. Non, Et puis, bon, peut-être tant mieux. voilà, l'infrastructure touristique. Après, il y a eu aussi des éléments de protection, hein. Il fallait protéger Ouais, les. bah, ouais. Voilà. Ouais, oui, parce que malheureusement, bah, les gens l'en piquaient. Enfin, ça, je l'ai récupéré chez un géologue, mais les gens en ramassaient, quoi. Du coup, voilà, mais on voit bien les pierres. Ce passage des pointes taillées aux hachettes polies, aux herminettes, quoi. C'était un. Alors après, moi, j'avais une question parce que c'est en fait un ouvrage d'une grande actualité, évidemment, par rapport au climat, question de climatique, Ouais. quoi. Alors voilà, comment est-ce que toi, tu peux partager avec nous quelques éléments de compréhension de comment le Tassili est devenu un désert? Voilà, est-ce qu'il y a des explications? Oui, oui. Alors en fait, c'est lié aux dernières glaciations européennes et au réchauffement du climat en Europe, qui en fait a installé un anticyclone sur la région du Sahara. Et du coup, le Sahara s'est asséché alors que le climat tempéré se fixait en Europe. Quand les calottes glaciaires européennes sont, si j'ai bien compris, parce que alors c'est de la climato, je ne sais pas la maîtrise complète, mais quand la glace a reculé en Europe, en fait, elle a fait remonter la limite enfin, elle a en gros permis au climat tempéré de se développer lors du retrait des glaces des dernières grandes glaciations européennes. Et du coup, au sud, eh ben, en fait, on a une remontée du climat tropical et que ça s'est asséché en fait par une espèce de phénomène d'aspiration qui fait qu'aujourd'hui, là, au-dessus du tropique, parce que c'est quand même très au nord en plus par rapport au tropique, mais on a un anticyclone quasi permanent qui a asséché le sol. Voilà. Et Si on donc, prend je crois que je sais plus, c'est un petit globe. Je peux donc aller. la cause serait peut-être davantage climatique que Ouais. liée au comportement. Non, ouais, la Mutation du clause est comportement naturelle. humain, Oui. l'agriculture, tout ça, ça n'a pas influencé. Non, non, on a Euh, longtemps cru ça et ouais. vraisemblablement non. C'était même, c'est des thèses qu'on trouve chez Rousseau, chez Voltaire, chez les philosophes D'accord. français du XVIIe siècle. Non, non, mais c'est intéressant parce que moi, je l'ai recroisé là en lisant un bouquin d'un juriste du tout début du XVIIIe siècle, le chancelier d'Aguesseau, qui est complètement aujourd'hui oublié. Mais alors, lui avait connu la grande famine sur l'île de France et l'Orléanais à la fin du règne de Louis XIV. Et dans une de ses lettres, il est complètement effrayé. Il pense que voilà, la France a été trop riche, qu'on a trop cultivé en France, que ça y est, le sol est asséché et qu'il va devenir comme un nouveau Sahara et comme les civilisations moyen-orientales avaient épuisé leur sol et épuisé leur humus.
Mais bon, à l'époque, en fait, c'est pareil, c'est un petit âge, il y a un petit âge glaciaire qui fait que les récoltes sont moins bonnes. Et en fait, malheureusement, c'est un phénomène complètement naturel qui a été assez court, mais on l'oublie très souvent, mais à la fin du règne de Louis XIV, il y a eu des famines assez sévères qui ont amené, jusqu'à, je crois que c'est en 1704, 1706, il y a eu autour de 5000 morts en région parisienne. Enfin, c'était énorme. Il y avait des distributions de nourriture au Louvre. Enfin, on a oublié complètement. On pense toujours à Molière et au faste de Versailles, mais en fait, on a frôlé la catastrophe et on a traversé une catastrophe terrible de famine à la transition 17e, 18e siècle. Mais là, au Tassili, c'est la même chose. C'est un phénomène en fait climatique naturel. Et L'Afrique s'est retrouvée là où elle est. Il y a une évolution sur des millions d'années qui a amené le Sahara à se placer au niveau du tropique, donc qui a provoqué un réchauffement. Mais il y a eu un assèchement qui est lié à la fin des grandes glaciations préhistoriques. Voilà. pour les dates que j'ai notées, c'est à 5000 avant Jésus-Christ. C'est à toute fin. Ouais. On a les peintures rupestres où on a les autruches, les hippopotames, les rhinocéros. En moins 4000, on a la période moins 4000 à moins 2000, quand même 2000 ans. On a la civilisation des pasteurs. Ouais, c'est déjà en train de se rédifier. Parce que du coup, même le bestiaire, c'est beaucoup de chèvres. On commence à avoir des vaches plus. Oui, on a commencé par les bovins et après on est allé vers les ovins parce qu'ils étaient moins lourds, ils pouvaient se même d'une végétation plus sèche. Et on dit 3700 avant Jésus-Christ, il y a le climat qui change effectivement. Donc, et qui finit de s'aridifier, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, nous, on est dans la période hippopotame, voilà, vraiment luxuriance, qui est du coup plus tardif, mais qui étonne aujourd'hui. Enfin, c'est vrai que y a pas... on a du mal, quand on voit les photos que tu nous montres, on a du mal à imaginer qu'il y avait un humus. Tout s'est dégradé, c'est érodé. Enfin, c'est un processus géologique qui a pris des milliers d'années, mais qui montre ce qui est extrêmement frappant et inquiétant, quoi. C'est vrai que c'était un des moteurs aussi du projet, c'était ça, quoi, rendre compte de cette dégradation. Parce qu'en plus, elles s'accélèrent. Enfin, là, les derniers oasis sahariens, ils sont menacés par le réchauffement climatique. Le Sahel, les conflits entre pasteurs et agriculteurs, ils se multiplient là, au sud du Sahara, parce que c'est de plus en plus aride, donc les troupeaux doivent descendre. Et du coup, ils mordent sur les terres des agriculteurs. Donc, c'est une question qui est toujours présente aujourd'hui. Oui, au Tchad, une des questions les plus importantes, c'est les puits. Hein, c'est vital. Ils sont dans une situation, je dirais, oui, comme tu l'as dit, d'extrême urgence, quoi. Oui, et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il y a des lieux en Afrique où il n'a pas plu depuis parfois. Enfin, il y a eu des pauses dans les années 2010 en Somalie, en Érythrée, de 2 ans, quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'a pas plu depuis 2 ans? Là, il y a le sud de Madagascar également qui a été frappé par une sécheresse il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'on fait quand pendant des mois, il n'y a plus d'eau? On est obligé de partir. Après, malheureusement, il y a aussi le développement des mouvements djihadistes, comme il y a des financements étrangers, qui s'est développé aussi par ce manque de perspective au niveau local, quoi. Du coup, tous les mouvements radicaux prospèrent autour du lac Tchad là-dessus. Quand on a une jeunesse qui se retrouve sans possibilité de reprendre les exploitations agricoles des parents, de pouvoir pêcher, le lac Tchad, il réduit de plus en plus de taille. Les ressources en poissons, elles disparaissent, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et si on nous promet un peu d'eau, un peu à manger et un fusil, on prend les armes, quoi. Enfin, c'est effrayant. Alors, dans l'immédiat, depuis 15 jours, il y a une goutte froide sur la Méditerranée et il pleut en continu depuis 15 jours, notamment sur l'Algérie, le sud de l'Espagne. C'est vraiment spectaculaire, quoi. Ils n'avaient jamais, comme tu viens de le dire, ils attendaient la pluie depuis 2 ans. Mais il pleut surtout sur la côte ou c'est... Ah non, c'est aussi vers l'intérieur, bien sûr. Mais oui, c'est une goutte froide là qui s'est installée sur la Méditerranée
depuis 15 jours et il pleut en continu. Les images d'Oran, on voit les gens emmitouflés avec leur parka. Bon, voilà. Et nous, ici, on a aujourd'hui un soleil magnifique, quoi. Mais on a le sable du Sahara sur les... Voilà, on a le sable. Sur les trottoirs et les voitures. Ouais. Mais après, moi, c'est un rêve d'aller voir le patrimoine local, d'aller un jour en Algérie. On a le sable. C'est clair. Mais là, je vis dans une résidence où les jardiniers sont venus planter plein de choses. Et je leur ai dit, mais vous êtes fous, quoi. Vous plantez, mais si on n'arrose pas, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, ils ont planté plein de choses, mais si c'est pas arrosé, oui. ça va griller, quoi, oui, je veux dire. Donc, j'ai vu quelques voisins là qui se sont mobilisés là pour aller arroser les petits trucs qu'ils nous ont plantés là, qui sont de l'ornement, hein, c'est de la décoration. C'est pas vital, quoi. C'est pas un plant de tomate ou un arbre fruitier, quoi. Mais on voit souvent apparaître des phénomènes dans le désert, pour revenir au désert, assez étonnant quand on a des pluies tout d'un coup diluviennes. On a tout d'un coup, en très peu de temps, une végétation qui se développe. Ça veut dire que les graines et les semences sont encore là. Hein. Donc il suffit d'une pluie pour que ça arrive. Enfin, oui. Des phénomènes comme ça de floraison. C'est Meshri Miloud, le photographe dont s'est inspiré beaucoup Frédéric pour la bande dessinée, qui a vu ces phénomènes-là, enfin en tout cas qui m'a dit avoir vu ça, c'est étonnant, quoi. Tout d'un coup, une luxuriance, mais après très très vite, ça disparaît. Alors, imaginez-vous dans ces paysages de voir des oliviers, des aunes, des tilleuls, des yeuses, des cyprès. Et ce sont des arbres dont on a relevé les traces. Oui, et puis après, l'élément central, c'était les femmes aussi. Enfin, moi, j'avais envoyé des photos, parce que donc, ma compagne est d'origine algérienne. Et je me suis aussi un peu inspiré de sa fratrie à elle. C'est qu'une famille de filles, enfin maintenant de jeunes femmes. Et j'avais aussi voulu les mettre au centre des femmes berbères. C'était un de mes intérêts, une de mes envies. Voilà. Donc, c'est vraiment l'élément central, c'est les femmes dans le livre, quoi. J'ai été un peu... Ouais, j'ai pensé... c'était La Source, le film. Ça m'est revenu quand j'écrivais un film avec Afsia Herzi, il me semble. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. La Source. Mais bon, je sais pas, j'ai vu des images du cinéma algérien. Et donc, les personnages ont été largement nourris par ma femme et mes belles-sœurs, quoi. Voilà, c'était le dernier élément qui a vraiment permis de cimenter l'histoire. Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, qui est passionnant, hein, moi, du coup, après, je suis allé voir du côté des premières découvertes en 1935. Voilà, j'ai un petit peu revisité des choses auxquelles j'avais pas. La source des femmes, on nous le dit, pardon. Voilà, La Daniel. source des femmes, ouais, voilà. Merci pour tes informations. Donc, c'est écho. Voilà, et en fait, ce qui serait intéressant, c'est que là, c'est, on va dire, deux Français, on va dire simplifié, qui se sont intéressés à un aspect historique et géographique, culturel de l'Algérie, qui pourrait être mis en partage, quoi, qui pourrait mettre en partage avec les Algériens. Je crois parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre ouvrage comme celui-ci qui soit paru en Algérie, je ne pense pas. Alors, il y a Malika Achid quand même comme travail. Moi, vraiment, ce qui m'a justement... les relevés du commandant Lot, c'était intéressant. Après, heureusement, il y a des archéologues algériens qui ont fait des bouquins. Moi, ceux que j'ai adoré, c'est ceux de Malika Achid, qui était d'ailleurs la directrice du parc régional, il me semble, à un moment. Enfin, je vais mettre son nom dans la discussion. C'est Malika. Oui, très bien, oui. Je vais le mettre. Voilà, le commandant Lot, oui, les bouquins, ils sont datés, voilà, mais moi, c'est ce que j'ai lu petit, alors ça m'a fait rêver. Les bouquins de Frison Roche, ils sont magnifiques. Et puis justement,
Dans la piste oubliée, il y a des figures de femmes du désert, mais bon, c'est toujours un peu aventuro-érotique. Mais bon, c'est de la littérature coloniale, quoi. Alors moi, heureusement, mon grand-père, comme il avait servi avec des Algériens, avec des Marocains, qu'il avait sa gourmette avec écrit Mektoub là, en arabe, qu'il gardait depuis 1944. Il aimait bien Amadou Hampâté-Bâ. Il a lu, voilà, alors, avec des portraits magnifiques. Dans les bouquins de Frison Roche, il y a toujours beaucoup de belles photos. Et lui, j'ai quand même eu la chance d'avoir un grand-père qui du coup, n'était pas. Enfin, lui, il n'était pas, par exemple, pas du tout pour l'Algérie française. Et, il était pas, et puis, oui, il aimait les auteurs arabes et les auteurs mauritaniens, maliens. Enfin, bon, c'est une culture qui m'a aidé à faire. Mais ouais, mais heureusement, oui, il y a des archéologues algériens. Je vais retrouver, voilà, ces photos, elles sont magnifiques. Ça m'a beaucoup impressionné. Les tambours, les spahis, on avait plein d'objets qui venaient des spahis. Dans ses collections, il doit toujours avoir une selle de spahi. Et puis il y avait une baïonnette qui avait été donnée par un spahi là, en 40. Enfin, j'ai été nourri par ces trucs-là. Mais du coup, oui, je vais rechercher là, le livre de Malika Hachid. Est-ce qu'elle a reçu votre ouvrage, Malika Hachid? Non, parce que je l'avais contactée, parce que j'aurais aimé qu'elle participe au dossier. Il y a un dossier, donc il y a une préface Oui. qui a été rédigée par Jean-Loïc Lequelec, qui est un spécialiste français du patrimoine du Tassili, de la Tassili d'ailleurs. Il nous a repris parce que c'est un nom féminin en fait. On dit toujours le Tassili en français, mais en fait, vraisemblablement, c'est un nom féminin en arabe. La Tassili, parce que c'est un nom féminin en fait. On dit toujours le Tassili en français, mais en fait, vraisemblablement, c'est un nom féminin. Pardon, je suis repassé. Donc, elle a fait les premiers berbères, Malika Hachid. En français, mais en fait, vraisemblablement, c'est un nom féminin. Pardon, pourquoi je repasse? Donc, elle a fait les premiers berbères, Malika Hachid. En français, mais en fait, vraisemblablement, c'est un nom féminin. Pourquoi je repasse? Donc, elle a fait les premiers. Il y a quelqu'un qui doit sans doute couper son micro. Je vais me taire. Là, c'est bon? Vas-y, c'est bon, Xavier. Ok, voilà. Donc, ouais, les premiers berbères, il y avait donc il y a un bouquin qui est très bien et elle a fait d'autres choses. Voilà. Et puis moi, après, ouais, bon, mais je pense que Amadou Hampâté-Bâ et voilà, et le Tassili des Adjers, il est super aussi celui-là. Et il y avait des animaux, il y a des dessins d'animaux. Donc, elle a repris, il y a un petit manuel de faune préhistorique du Tassili dans celui-là. Le Tassili des Adjers. Bon, c'est quelqu'un qu'on pourra contacter pour un épisode méditerranéen, Malika. J'espère que ça lui plaira. Ouais. En tout cas, il faut qu'on retrouve son contact pour qu'elle ait accès à l'enregistrement. Voilà, c'est quelqu'un qui vit toujours, qui est en vie, qui vit à côté. Ouais. Voilà, et qui doit être qu'on pourrait même inviter à Strasbourg. Enfin, on va voir ça avec la ville de Strasbourg. En tout cas, si tu as des contacts à Strasbourg au niveau de l'université qui pourraient être intéressés par ces questions, voilà, on peut essayer aussi de. Voilà, on peut. Nous, en fait, à Rue Méditerranée, on est tous, on va dire, des bénévoles, on va dire plutôt des militantes et des militants du dialogue en Méditerranée. Et voilà, à partir de votre ouvrage, on peut très bien imaginer une journée de rencontre sur ces questions, quoi. En tout cas, les matériaux tels que vous nous les avez présentés là aujourd'hui, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment intense. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres réactions dans notre petit groupe? Oui. J'ai vu que Jean-Louis nous a rejoint. Jean-Louis S, qui est photographe. Daniel Dahan est là aussi.
Le Goumier Saïd, je me souviens plus. Je vais juste reprendre le titre du Goumier Saïd aussi, qui est toujours là. Voilà, est-ce qu'il y aurait des questions, des interventions, La des légende du Goumier réactions Saïd. pour ceux qui l'ont lu? Qui c'est qui l'a lu là Tout le monde a le son coupé ou quoi? Qu'est-ce qui arrive? Voilà, bon. C'était Joseph Père. Je ne l'ai pas lu, je viens de le découvrir. Voilà. Voilà, très bien. Ouverture. Et les Frisons Roches, alors, et je mets les, après, avant de vous laisser, je mets juste, alors c'est les Frisons Roches, c'est la montagne des Écritures. Allô? Oui, je vous suis en fait sur Facebook Live et pas sur Zoom, et là je me suis mis sur Zoom enfin. Mais il y a un auteur que vous n'avez peut-être pas cité, que moi j'ai découvert quand j'étais gosse, hein, en dehors de Lot évidemment, c'était l'abbé Breuil qui a fait beaucoup de travaux sur ce Tassili aussi. Hein. Ouais. Moi je me souviens, étant gosse, je lisais dans la bibliothèque de mon père, il y avait ces ouvrages aussi de l'abbé Breuil qui avait beaucoup travaillé sur cette région et qui était une référence à l'époque. C'est très daté maintenant, mais à l'époque, c'était un des pionniers de cette découverte. Ouais, mais je les ai pas croisés petits. C'est vrai que j'ai pas. Et après, donc là, quand j'ai voulu un peu rendre le projet plus scientifique, je me suis pas tourné du coup vers l'abbé Breuil, mais c'est vrai que lui, il a fait pas mal de relevés au Tassili. Oui. Il a fait connaître le patrimoine. C'est le grand découvreur de Lascaux. En plus, il a même fait découvrir un peu l'art pariétal aux Français. Oui. C'est avec sa passion. Ouais. Bah, toute cette histoire de Sahara vert, etc., moi j'en entendais parler à l'école par mes instituteurs à Oran. Hein. Ils nous parlaient justement de ce Sahara qui était vert à l'époque et où il y avait toute une civilisation qui était très florissante à une époque. Et donc, pour nous, c'était familier. C'est vrai que quand je suis arrivé après en France, dans les années 60, quand je parlais avec mes petits camarades, eux, ils n'avaient jamais entendu parler de cette histoire de civilisation du Sahara. Ils connaissaient très peu tout ce qui était l'Afrique du Nord. Oui. Mais nous, on nous entendait parler par nos instituts à l'école primaire, quoi, vraiment. Oui. Des gens qui, justement, avaient lu Breuil, avaient lu Lot, avaient lu tous ces gens-là, ils nous en parlaient. Ouais. Très bien. Ben, merci, oui, c'est vrai. Mais c'est bien connu, Jean-Louis, que les petits-enfants d'Algérie étaient très curieux et savaient plein de choses. Oui. Alors après l'Algérie en tant qu'État a lancé ce projet-là de Sahara vert, je ne sais pas, de planter. Alors j'ai lu un article l'autre jour, il voulait continuer cette action de plantation d'arbres pour faire reculer le Sahara. Quel sens ça a, ce type d'action? J'en sais quelque chose, Xavier? Pas du tout. Alors, je suis désolé. Alors, je sais qu'on pompe dans les nappes phréatiques fossiles du Sahara et que ça met en danger c'est des nappes qui se renouvelleront sans doute pas du tout, et qu'on a créé. Mais alors, je le voyais plutôt pour le Maroc, la Tunisie, peut-être l'Algérie moins. Mais ça a eu je crois qu'il y a eu quelques aqueducs de construits. Après, c'est des zones très réduites. Voilà, c'est pas un projet massif. Je crois que l'idée d'en faire une extension massive, je pensais que ça avait été abandonné, parce que de toute façon, on sait qu'avec le réchauffement climatique, là, malheureusement, c'est des terres qui vont être perdues. Il y a des initiatives au nord, mais il y a des initiatives aussi au sud. C'est des pays du Sahel qui essaient aussi d'empêcher le Sahara d'avancer du côté du Mali, du Niger, de tous ces pays frontaliers du Sahara. Ouais. Après, malheureusement, bon, c'est des régions en ce moment maintenant complètement pris dans des conflits qui les dépassent et qui sont terribles. Et du coup, je pense que là, malheureusement, toute ambition au niveau agricole est un peu battue en brèche. Ouais. Et en Libye, c'est dramatique aussi, parce qu'à l'époque de Kadhafi, il y avait aussi un énorme travail de reboisement du désert qui est complètement perdu avec la manière dont la Libye est actuellement déchirée entre plein de factions. Quoi.
est-ce que c'est pas un peu vain de réussir comme ça par un interventionnisme sur la nature? Je sais pas quel est l'impact réel si vraiment on parvenait à replanter de manière massive. Bon, est-ce que ça fonctionnerait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un côté irréversible ou alors peut-être imaginer que la nature va peut-être revenir, enfin voilà, qu'il y a un côté cyclique. Enfin, on peut s'interroger en fait sur ces. Il faut croire d'utopie. Quand l'homme qui plantait des arbres, de Giono. il a réussi J'avais dû travailler sur un autre sujet où il y avait une problématique d'aridification de la terre et c'était un documentaire dans Wapiti et on proposait de faire des haies, de la culture en haies. C'est-à-dire qu'on mettait des haies, on plante de la broussaille, une petite bande agricole et à nouveau une haie et ça fait qu'il y avait de l'ombrage, il y avait de la retenue d'eau, il y avait tout un phénomène, tout un cycle qui se mettait en place. Moi, je pense que tout ce qu'on peut faire, autant le faire, hein, même si c'est pas par le vent, il faut essayer. Mais de faire confiance aussi à... Enfin, c'est tout un processus, c'est pas juste en mettant des palmiers en randonnion. Oui, ouais. Je vais devoir vous laisser parce que du coup, là, j'ai un rendez-vous après. Mais merci beaucoup. C'était super en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bravo. Hein. Merci. Au revoir. Alors, juste avant de finir notre rencontre, peut-être, Frédéric, en tant que femme, comment tu t'es identifiée à cette, voilà, à l'héroïne de ce livre? Comme j'ai dû dessiner tous les personnages, je devais être tous les personnages en même temps. D'accord. Moi, pour ma part, c'est pas si important d'être femme. De mon point de vue, je trouve que les meilleures choses, elles sont faites ensemble. Un homme, une femme, enfin des hommes, des femmes, mais pas juste que d'un point de vue. J'ai toujours l'impression qu'on a besoin les uns des autres et c'est ensemble qu'on peut avancer. Et donc, bon, j'étais au service de ce scénario. Je suis allée jusqu'au bout. Pour ma part, j'aurais peut-être... Enfin non, c'est une optique, c'est une façon de... C'est un point de vue. Mais moi, en tant que femme, j'étais autant homme que femme, quelque part. Et que roche, et que bête. Ouais. D'accord. Et je trouve que la notion de liberté, c'est un sujet aussi intéressant puisqu'elle est notée dans le titre, mais pour moi, je ne suis pas sûre qu'elle était vraiment libre. Elle était aussi prise dans des passions, elle était prise dans des règles. Enfin, justement, elle voulait se libérer de ces règles, mais elle va rentrer dans d'autres règles. Donc, c'est un sujet, la liberté. Hein. Et oui, c'est un sujet qui est très, voilà, qui est très engageant dans cet ouvrage. Je sais aussi, je fais aussi un peu écho. Enfin, je sais que les femmes souvent ont été les fondatrices et les déclencheurs de changement, de révolution. C'est elles qui, quand ça va plus, par exemple en Inde, face aux graines OGM, ce sont des mouvements de femmes qui se sont dit, ben voilà, on va prendre les choses en main pour la vie. Les femmes, elles sont liées à la vie, au mouvement de vie souvent. Je trouve que bon, il faut leur rendre la part belle. Et donc je salue à toutes ces femmes courageuses. Ouais. Très bien. Oui. Il y a aussi, on parle des chasseurs-cueilleurs, mais il y avait aussi des chasseuses-cueilleuses aussi. Exactement. Je pense que c'était très important dans cette société-là, dans les clans, ce que Engels appelait un moment dans la gente iroquoise le communisme primitif, où les pouvoirs étaient partagés. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est très important qu'on parle aussi des chasseuses-cueilleuses, parce que
elles ont eu le même rôle que les hommes. Oui, tout à fait. C'est une fiction et c'est simplement une sorte de déclencheur de discussion et de déclencheur de clés pour ouvrir des portes selon ses besoins. Très bien, bah, écoutez, mes chers amis, si je vous propose qu'on puisse clôturer cet épisode, on va remercier Frédéric et Xavier pour leur travail. Et puis, on va, voilà, comme je l'ai dit en début de rencontre, voilà, nous espérons pouvoir les accueillir dans notre stand d'Oran les 24 et les 25 juin à Strasbourg. En tout cas, c'est une des propositions qu'on va faire à la ville de Strasbourg jeudi prochain. On a une réunion. On va leur proposer qu'il y ait aussi des livres qui soient proposés auprès de notre stand de rue Méditerranée et que celui-là soit en bonne place. Voilà. Oui, et je pourrais aussi présenter des planches ou des originaux. Oui, oui, c'est bien. Exact. En tous les cas, je trouve que le format est très chouette. Très chouette. Oui. Ah oui, c'est très beau. Bravo Frédéric et Xavier. Beau boulot. On a envie de l'offrir à beaucoup de gens. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon dimanche. Bonne soirée à tous. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Bravo encore. Bravo. Merci.